Donc on va pas faire de magie, on va échanger ensemble et on va essayer d'avoir une certaine interaction sur comment faire émerger des idées profitables comme une startup. Alors moi clairement la première question que j'ai envie de poser c'est pourquoi comme une startup? Pourquoi de prime abord on pense toujours qu'une startup est plus créative, plus innovante? D'où est-ce que vient cette impression qu'on a? Pourquoi leur état d'esprit permet une plus grande innovation et créativité que les grands groupes? Donc, je vais commencer par Reda. Bonjour à tous. C'est une idée assez préconçue, comme quoi on parle des startups comme quelque chose de plus créatif que les grands groupes, sous le sens où c'est un problème de taille, tout simplement, et de mouvement. Euh, le grand groupe a aussi j'allais dire, un laboratoire de produits. Donc automatiquement, il pense à de nouveaux produits, à de nouvelles opportunités, mais la différence, c'est que c'est un porte-avions. Une start-up, c'est une petite navette qui va très vite, peut changer de cap très rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que, on va dire, une start-up est considérée comme plus créative en termes d'actes. Voilà, c'est vraiment une idée préconçue, parce que c'est vrai que les deux sont aussi créatifs. Je sais pas si vous m'écoutez sans micro, c'est peut-être plus simple que de... Ouais. C'est mieux avec? C'est mieux avec. Ok, parfait. Donc je vais rebondir sur ce que tu disais. On a la notion de flexibilité, d'agilité. Pourquoi est-ce qu'un grand groupe n'a pas cette flexibilité-là, cette agilité-là? Et qu'est-ce que vous, Héloïse, vous mettez en place à BNP Paribas pour justement essayer de changer la donne en termes de flexibilité et d'agilité? Alors déjà, je ferai une petite rectification. Je ne pense pas que les startups soient plus créatives que les entreprises. Je pense que l'implémentation des bonnes idées est plus facile. Parce que dans les entreprises, et même dans l'univers de la banque, aussi surprenant que ça puisse paraître, les gens sont ultra créatifs. Ce qui est compliqué, c'est la mise en œuvre des idées. Euh, alors, du coup, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre tout de suite dans le sujet, mais c'est vrai que chez BNP Paribas, il y a pas mal d'initiatives pour réinjecter un peu d'agilité dans ce qu'on fait. Alors moi je travaille chez Cardiff qui est la branche assurance en fait du métier BNP Paribas, mais on a une structure chez BNP Paribas qui s'appelle l'atelier que vous connaissez peut-être, qui est quand même bien reconnu sur la place comme un, voilà, un curateur de tendance qui travaille énormément avec les startups. Ils ont des bureaux à Shanghai et à San Francisco. Ils font partie du partenariat qu'il y a avec le Nouma et plus particulièrement le camping qu'il y a dans le sentier. Après, à l'intérieur de nos structures, on a aussi, on essaye en tout cas, et ça c'est mon rôle à moi et aux autres responsables d'innovation du groupe BNP Paribas, de voir comment injecter un peu d'agilité, j'ai envie de dire plus dans le quotidien, une manière plus opérationnelle auprès des équipes. Un projet que j'avais partagé avec Benjamin, qui n'était pas forcément l'objet aujourd'hui, mais par exemple chez Cardiff, au mois de juin dernier, on a organisé une jam session de 2 jours. Et on s'est fait accompagner d'un certain nombre de startups pour le faire, point numéro un. C'est-à-dire que comment nous, on va aller chercher un certain nombre d'expertise et de savoir-faire et d'agilité auprès de startups. Et point numéro 2, comment est-ce que nous aussi, on va travailler avec ces méthodes plus agiles, plus collaboratives, plus créatives, pour aboutir à des résultats plus rapides. Et je pourrais m'étendre très très longuement sur cette expérience parce que c'était une grande fierté. Mais toujours est-il qu'on a imaginé, conçu et développé en 48 heures 3 applications mobiles et des cas d'usage avec les robots humanoïdes, alors que jusqu'à présent, la France, chez BNP Paribas Cardiff, avait 0 application mobile. Parce qu'on était toujours dans cette contrainte du quotidien. Il y a aussi le fait donc de vouloir se rapprocher des startups, le fait d'aller chercher des compétences et une agilité que eux ont pour pouvoir s'inspirer, qui est, je pense, assez important. Et là, je vais me tourner du coup vers Mathieu, qui travaille beaucoup avec des startups, mais également avec des grands groupes sur la mise en place via la méthodologie Lean Startup, qui permet justement aussi une certaine agilité et de pouvoir réorienter rapidement le projet en fonction des réactions qu'on peut avoir. Les projets, comme décrit par Héloïse, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus réalisé dans les grands groupes, qui doivent être faits, ou est-ce qu'on a atteint un autre stade? On doit encore aller voir les services innovation et les mettre face aux startups, ou est-ce que maintenant c'est acquis qu'il faut travailler effectivement main dans la main et mettre en place certains projets comme celui évoqué par Héloïse?
Alors, oui, c'est de toute façon de très bonnes choses d'instiller ce genre d'organisation dans les grands groupes. Je suis d'accord, tout à fait d'accord quand on dit que c'est pas un problème de créativité, hein. Les hommes sont créatifs, enfin, les hommes avec un grand H, hein, les femmes aussi. Euh, donc, je préfère le dire parce que j'ai des remarques de temps en temps quand donc les gens sont créatifs, donc les gens sont partout, hein, les entrepreneurs sont partout, dans les grandes entreprises, dans les startups, dans les garages. Donc c'est vraiment un problème de périmètre, de mise en œuvre et d'expérimentation des idées. Les idées sont les matières premières des innovations, mais tout comme quand on a des briques et du mortier, c'est pas ça qui fait une super maison, il y a un travail d'architecture et de conception derrière, et c'est ça qu'il est important de mettre en œuvre. Et pour répondre à ta première question, une startup par nature est innovante, parce que l'activité d'une startup, c'est de développer un business model innovant à partir d'idées. Dans les grandes entreprises, il y a une barrière qui est, on a un modèle économique existant, ça tourne, puisque ça tourne, je vois pas pourquoi on changerait. Et ça, on le perçoit souvent, et donc ce genre d'initiative-là, c'est bien, parce que ça permet de sortir un peu du modèle qu'on exécute, et de fonctionner un petit peu comme dans une start-up, où on va casser les barrières de l'existant, on va casser les barrières du modèle économique qui tourne, et on va aller explorer, expérimenter de nouvelles choses. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, parce que c'est pas que ça remet en question la structure existante, parce que la structure existante, c'est effectivement c'est la grosse navette spatiale, c'est le gros vaisseau, c'est le paquebot qui est lent à freiner, qui est lent à tourner. Mais de ce paquebot, on va faire partir des petits jet skis qui vont aller explorer et puis qui vont à un moment donné revenir au paquebot en disant voilà, là-bas on a trouvé une super île déserte, elle est géniale, et là on va faire amorcer le virage qui va prendre un peu plus de temps. L'idée, en fait, c'est aussi de reconstituer dans une grande entreprise. On a énormément d'employés et de services différents, des petites structures à taille plus humaine, en tout cas qu'on pourrait comparer à des startups, qui, comme le disait très justement Mathieu, auront une plus grande flexibilité et liberté due à leur taille. On a vu qu'il y avait différents exemples qui étaient mis en place dans des grands groupes, soit des projets définis dans le temps, des rapprochements avec des startups, des services innovation qui ont vraiment justement ce rôle-là d'initier des projets sur le plus long terme pour l'ensemble de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de la part des grands groupes, en termes de recrutement ou d'intégration, d'aller aussi vers des profils plus intrapreneurs, si j'ose dire? J'ai le droit à un joker ou pas? Alors, chez BNP Paribas, clairement, on n'y est pas tout à fait. On va dire qu'on est encore sur des modèles assez traditionnels et conservateurs en matière de recrutement, malheureusement. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est là, ça c'est évident, une prise de conscience que, notamment, j'imagine comme dans tous les autres grands groupes, on entend énormément parler de l'arrivée de la génération Y, la génération Z, etc. Et on a clairement conscience qu'on n'est pas du tout prêt et que ça va être sacrément compliqué. Je disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est pas drôle que moi, sur mon ordinateur, j'ai même pas accès au site corporate de ma propre boîte pour des problèmes de sécurité. Voilà, l'agilité, elle est pas encore là. On est un très très grand groupe. On est dans l'univers alors c'est particulier, mais de la banque. Donc il y a un certain nombre de règles qui sont là, il y a des bonnes raisons pour lesquelles elles sont là. Donc il faut trouver le bon équilibre entre eux. Et puis on voit bien avec ce qui s'est passé là récemment, on a été quand même partout dans les médias avec ce qui s'est passé aux États-Unis. On peut pas faire n'importe quoi, on peut vraiment pas faire n'importe quoi, et donc faut trouver où est-ce qu'on met la jauge entre continuer de respecter un certain nombre de choses qui font qu'on peut rester acteur sur le marché versus quand même monter dans le train de la digitalisation, de la collaboration, de l'agilité. Alors heureusement, il y a des personnes qui sont peut-être sur un profil un peu plus décalé, qui ont envie, qui y croient, qui ont des idées, qui ont un niveau managérial qui va bien pour faire changer les choses. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais clairement, je pense que des gens comme moi, dans des entreprises comme la mienne, le premier truc à faire, c'est d'identifier ces gens-là dans la boîte et de les embarquer eux, et puis de commencer à faire, et puis on verra bien si ça suit derrière, quoi.
Je vais me tourner aussi vers Reda, car je sais que tu travailles pas mal avec des grands groupes pour les accompagner, justement, avec un rapprochement start-up par rapport à leur activité principale, pour justement pouvoir travailler et avancer main dans la main avec des personnes qui ont cette volonté entrepreneuriale sans forcément les intégrer complètement au groupe, qui permet aussi une certaine flexibilité. Quand tu vois ces grands groupes-là qui veulent aller vers les startups, c'est une envie qui est clairement louable, mais est-ce qu'à terme, cela fait vraiment émerger des idées profitables pour le grand groupe, ou est-ce que c'est plutôt une action de communication? Vaste question. Bah, oui, en effet, enfin, les clients que j'ai sont soit de deux types. Voilà. On est soit dans un grand groupe qui veut faire de la communication, voilà, le mot est lâché, ou du marketing pur et qui veut, voilà, tout simplement, pas forcément s'acheter une conscience, c'est pas le mot, c'est aussi de dire, bon, on bouge, on a envie, mais on ne sait pas comment. Donc ils viennent chercher des gens comme moi, justement, pour trouver un peu j'allais dire le fil rouge et le conducteur qui va leur permettre de les intégrer dans l'écosystème. On a le deuxième type qui est beaucoup plus intéressant, euh, qui n'est pas forcément grand groupe pour le coup, parce que encore une fois, c'est un problème de flexibilité, de mobilité, qui lui part plutôt sur une notion euh, de rester quand même un minimum avec ses acquis, tout en faisant de nouvelles choses. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre l'exemple d'Orange. Voilà. Orange est parti sur Soch. Voilà. Soch, c'est purement et simplement ce qu'un grand groupe pourrait faire. Chez BNP Paribas, si je ne dis pas de bêtises, vous avez Hello Bank. Voilà, donc Hello Bank, c'est exactement le même modèle. C'est-à-dire, c'est on va dire, du concentré de services avec une nouvelle identité qui est rattachée à un grand groupe. Donc en fait, on a vraiment la crédibilité du grand groupe avec une nouvelle notion qui est un service pur et dur, concentré et voire même innovant. Voilà, pour résumer. Donc la réalité, c'est que voilà, les grands groupes ont envie de le faire. Ils ont réellement envie. Et je vais même aller plus loin en disant même les PME ont envie de le faire. Elles ont envie. Donc oui, il y a une réelle volonté. Mais c'est soit purement communication, soit purement du management aussi, ou tout simplement du nouveau produit. Donc c'est d'intégrer de nouveaux produits. Donc, si on résume très rapidement, ça paraît évident, mais effectivement, le gros frein pour les grands groupes, les services innovation dans lesquels vous exercez chacun, c'est le problème de flexibilité, le problème d'aller rapidement sur l'île déserte intéressante, parce qu'il faut forcément une équipe plus flexible, plus petite et plus rapprochée. Il y a aussi cette volonté forcément de se rapprocher des startups, que ce soit pour se rapprocher de l'écosystème startup et peut-être éventuellement développer un nouveau produit en rachetant une startup existante ou en se rapprochant d'une équipe qui a la capacité, soit effectivement de recréer chez eux en interne des petites structures à taille, ce que j'appelle à taille humaine, à taille startup, pour pouvoir recréer cette flexibilité-là. Est-ce que toi, Mathieu, tu vois d'autres process liés à la réalisation, de passer de l'idée justement à un projet réellement valorisant pour l'entreprise qui rapporte donc des profits forcément pour la société en question. Est-ce qu'il y a d'autres process qui peuvent être mis en place, autres que toujours passer par ce système de comparaison startup grand groupe? C'est pas forcément la. Bon, il y a deux cas de figure que je rencontre avec mes clients. Je travaille notamment avec ING Direct, puisqu'on parle de la banque. Mais il y a deux cas de figure. Il y a un produit existant, on pense qu'on doit l'améliorer. Il y a une valeur à délivrer qu'on ne délivre pas. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on doit faire pour délivrer cette valeur-là ou améliorer tel ou tel KPI. Donc on va adopter une approche plus humble en disant on va éviter de partir sur du projet, engager les moyens, puis construire un truc. On va être un peu plus humble, on va se dire bon, il y a des problématiques, on va aller explorer les problématiques, on va aller rencontrer les clients, les utilisateurs, on va les questionner, on va observer. Et puis ensuite, on va non pas créer des produits, des fonctionnalités, mais on va créer des expériences qui vont nous permettre
Voilà, on a le jeu de Mikado devant soi, quel Mikado on doit garder, qu'est-ce qu'on doit retirer. Il y a peut-être des tas de choses qu'on ne doit pas faire, donc on va les identifier, et puis il y a peut-être des choses qu'on peut faire, et celles-là on va les identifier aussi. Donc ça, premièrement, c'est compliqué parce que on voit pas forcément le fait d'identifier quelque chose qui ne marchera pas, on le voit pas forcément comme un succès. On se dit bon bah c'est négatif, alors qu'en fait c'est déjà quelque chose qui est bien. Donc je trouve l'indispensable, c'est d'identifier les gens qui sont capables d'expérimenter et qui ont cet esprit aventureux, qui ont cet esprit entrepreneurial, et c'est important il faut faire un petit recrutement interne en fait, et il faut composer les équipes comme ça. Le deuxième cas de figure, c'est on crée quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on est, on vend pas du compte courant, on vend pas du produit immobilier, on vend pas du crédit, on vend de la gestion financière. Et donc là, on est dans le paradigme un peu plus global. Et puis là, on va expérimenter, on va rechercher des valeurs supplémentaires qu'on peut délivrer aux clients. Et là, il n'y a pas de question vraiment d'existant. Donc, on va travailler véritablement sur la valeur qu'on peut apporter aux clients, les problématiques. Et là, on peut travailler exactement comme une start-up. Le plus compliqué au niveau de l'organisation, c'est quand on travaille sur un existant. C'est quand on travaille sur un existant avec des contraintes juridiques, des contraintes de compliance. Il y en a beaucoup dans la banque notamment. Et là, autant la structure existante, donc le paquebot, il faut s'en détacher, mais il faut toujours garder le lien. Et ce qu'on fait notamment, moi je travaille beaucoup comme ça, on crée l'équipe intrapreneuriale qui va innover, qui va expérimenter, qui va identifier des choses qui marchent pas, des choses qui marchent, mais autour de cette équipe-là, qui expérimente au quotidien, on tisse un réseau, ce qu'on appelle un réseau de contributeurs, c'est-à-dire des gens qui sont dans les différents départements, qui ne travaillent pas en expérimentation au quotidien, mais qui sont au courant de ce que fait l'équipe, et que l'équipe peut solliciter au besoin pour aller très rapidement régler des problématiques de compliance, de marketing, de juridique. Et tiens, on aimerait bien expérimenter là-dessus, est-ce qu'on peut quel est notre périmètre d'action? Comment est-ce qu'on peut le faire rapidement? Tiens, est-ce que c'est possible d'aller taper dans la base de prod pour aller extraire telle ou telle donnée? On ne peut pas le faire n'importe comment, mais en tout cas, on va solliciter ce réseau de contributeurs de temps en temps pour pouvoir le faire. Voilà, ça c'est un outil qu'on peut mettre en œuvre dans l'entreprise pour pouvoir expérimenter plus rapidement. D'accord, merci à tous. Je vais conclure. Encore 10 minutes, d'accord. Rajoute un mot? Rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il y a un truc qu'on sous-utilise de manière monumentale dans les entreprises, c'est l'envie des gens. Alors ça a l'air de pas grand-chose, mais nous on est ultra silotés, chacun sait exactement ce qu'il doit faire, il parle pas au voisin de gauche ni au voisin de droite, etc. Il déroule son truc. Et l'expérience, parce que ça fait 7 ans maintenant que je suis en direction innovation, je parle de créativité dans le milieu de l'assurance, je vais vous en reparler après, autant vous dire que je suis un extraterrestre dans ma boîte. Donc je me suis pris pas mal de portes, etc. Ce que j'ai vécu l'année dernière avec le Jam Session, c'est qu'on a pris des gens que nous on connaissait, parce qu'on avait travaillé avec eux, parce qu'on avait animé des ateliers pour eux, etc. Des gens qu'on avait repérés comme étant des gens ouverts, qui avaient envie, qui étaient motivés, qu'on avait un peu marre, et qui avaient envie de bouger les lignes. Et c'est eux qu'on a fait participer au Jam, et pas parce qu'ils avaient telle ou telle expertise ou tel savoir-faire. Et ces gens-là, pendant 48 heures, on les a fait bosser de 8h30 du matin à 21h. Alors il y en a pour qui c'est peut-être le quotidien, autant vous dire que chez nous, c'est pas très habituel. Et puis pour rien, on a juste mis un paquet de bonbons sur la table, on leur a pas donné de prime, ils n'ont pas récupéré leurs heures. Et c'était en plus de tout leur boulot, sachant tous les mails qu'ils allaient récupérer en revenant. Et il y a une chose qu'on n'avait pas anticipée quand on a fait ça, au-delà de la qualité des résultats, c'est qu'après, évidemment, il y a le post-jam. C'est-à-dire comment on va faire en sorte pour que ce qu'on a imaginé, ces prototypes qu'on a développés en séance, ils arrivent sur le marché. Et ces gens-là, qu'on avait fait venir au Jam, ils ont un peu tout seuls comme des grands constitué des groupes projets, qui ont continué et qui continuent depuis. On est au mois de... voilà, c'était il y a pile poil 1 an. Une des applications mobiles est déjà sur les stores Apple et Android. La deuxième arrive. Et
Pourquoi ils ont fait ça en plus de tout le reste? C'est simplement parce qu'ils avaient participé à une expérience qui était hors du commun chez nous, parce que tout à coup, on les a replacés au centre du faire en entreprise. On a valorisé ce qu'ils étaient, à savoir des individus qui avaient des envies, qui avaient plein de choses à apporter, et que finalement, ils étaient maîtres du jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime, et on ne se rend pas compte de la puissance de remettre les gens au centre du faire en entreprise. Effectivement, une chose aussi qui différencie bien les grands groupes et les startups, c'est l'envie, dans le sens où une startup ne part effectivement de rien, est constituée d'équipes qui vont travailler d'arrache-pied, 8h, 20h, c'est le quotidien de beaucoup de startups qu'on connaît, pour des salaires qui sont au début très éloignés de ce qu'on peut attendre dans des grands groupes. L'envie, effectivement, c'est quelque chose, c'est une valeur qu'il faut valoriser en entreprise, clairement. Et comme le disait Mathieu, notamment en identifiant les personnalités, les profils plus entrepreneuriales. Je ne sais pas si tu vas rajouter un mot là-dessus. Bah oui, l'envie, oui. Si déjà on est entrepreneur, c'est pour soi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne faites pas une entreprise par opportunité. Voilà. Faites une entreprise parce que le sujet vous intéresse. Voilà. Détectez quelque chose qui vous intéresse vous, et non pas un pseudo-business qui peut être rentable. Voilà. C'est toute la différence entre l'entrepreneur et le start-upper. Le start-upper s'amuse, il faut le savoir. C'est quelque chose qu'il aime faire. L'entrepreneur fait ce qu'il doit faire. Voilà, exactement. Il doit faire ce qu'il doit faire. Et il le fait soit bien, soit mal. Mais voilà, bien sûr, c'est une notion de détection. Et je vais revenir quand même sur le côté faire à l'intérieur du grand groupe. C'est intéressant parce que la différence aussi qu'il y a entre une start-up et le grand groupe, c'est l'intérêt qu'on vous porte quand vous travaillez dedans. Vous faites une mission dans le grand groupe. Vous êtes là pour faire une tâche qui répond à une stratégie qui vous dépasse parfois. En start-up, vous êtes peut-être membre de l'équipe, et en fait, c'est votre envie qui compte, parce qu'on sait que vos résultats seront uniquement sur ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, et comment vous le faites. Voilà. Et ça, le CIO ou le président, appelez-le comme vous voulez, c'est son taf, réellement. C'est pas d'être chef d'entreprise, c'est de détecter les talents dans son entreprise, donc dans sa start-up. Je vais m'adresser à vous avec le micro. Si vous avez une question, vous voulez participer, n'hésitez pas à intervenir. C'est une petite réaction par rapport à la différence entre start-up et grand groupe. À chaque fois, on fait l'apologie de la start-up, fluidité, simplicité. Je vais juste rappeler une chose, c'est que la start-up, elle est focus sur un sujet, 2 sujets max. C'est-à-dire que la start-up, c'est une équipe, 10-15 personnes qui vont focuser pendant 1 an ou 2 sur un sujet. Une grande entreprise, elle a 20 millions de sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, on peut travailler effectivement des modèles. On peut voir au niveau en informatique, les méthodes Scrum, les méthodes agiles, qui viennent du monde un petit peu de la start-up. Mais je voulais juste qu'on allège un peu le discours du la start-up, c'est génial, on s'éclate. Moi, je viens du monde de la start-up. Donc, j'ai vendu ma start-up à Orange. Mais n'oubliez pas ça, c'est qu'une start-up, c'est focus. C'est only focus. Et qu'une start-up, en plus, effectivement, on regarde les collaborateurs avec bienveillance, parce que c'est eux qui viennent de la solution. Mais le grand groupe aussi le font. Simplement, il y a les clubs, vous en parliez, il y a des verticales. Et la porosité entre les verticales, il faut les créer. Et je voulais juste remettre un petit peu le focus sur le sujet, parce qu'autrement, comme on a des jeunes étudiants là, qui ne s'imaginent pas que le monde de la start-up est un monde merveilleux. Ça a été les pires années de ma vie. Ça a été les pires années de ma vie. Et c'était fabuleux. Mais voilà, et si vous voulez, on en discutera plus tard, mais le monde de l'entreprise, le monde des grands groupes apporte d'autres sujets et d'autres solutions de réflexion. C'est un bon rappel, clairement. De toute façon, on n'est pas là pour confronter start-up et grands groupes. C'est 2 modèles très différents, effectivement, chacun avec leurs problématiques, leurs difficultés. L'idée, c'est vraiment, effectivement, les startups savent travailler dans l'innovation et la créativité, les grands groupes aussi, mais différemment,
comment faire en sorte qu'on a un grand groupe de récupérer les bonnes idées, les bonnes pratiques qui se font dans d'autres structures que peuvent être les startups. Si certains d'entre vous ont des questions ou souhaitent justement intervenir, je peux faire circuler le micro. Il y en a déjà un deuxième. Je crois qu'en fait, il faut éviter de penser que la startup c'est la grande entreprise en petit. Parce que c'est la il y a tout le monde. Il faut se rappeler que la startup c'est celle qui est pas dans le marché, qui a un budget, et la grande groupe c'est celle qui est dans le marché, qui a un salaire. C'est bon. Sur les mêmes. Je pense que il y a deux logiques qui sont connues sur le plan de la recherche. On parle d'exploration et d'exploitation. Les startups par définition explorent. Le grand groupe exploite sa position. Mais sauf qu'on sait qu'un exploitant qui va en mourir, enfin un exploitant qui n'exploite. C'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, tout le bien qu'on peut souhaiter à une startup, ça sera de tout exploiter pour l'exploitation. Et tout le bien qu'on souhaite au grand groupe, c'est de ne pas être exploité. C'est une très jolie phrase de fin. Alors, je vais vous répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que la notion de la définition de la start-up en France est vraiment tronquée. Voilà. Vous dites qu'en effet, une start-up veut rentrer dans le schéma et un grand groupe exploite son schéma. Non, enfin, marché, oui, pour moi, c'est un schéma d'action. La définition d'une start-up au sens littéral et au sens financier du terme, c'est une entreprise, peu importe sa taille, peu importe son âge, elle a connu dans sa vie 5 ans, dans une période de 5 ans, une croissance de 300%. C'est pas une notion d'innovation, j'allais dire les gros poncifs de la techno, de la petite application, du petit site web, c'est réellement financier. Donc, c'est une entreprise qui est déjà dans son marché, installée dans son marché et qui a connu une énorme croissance, d'où le start-up. Voilà, c'est pas juste de la techno et elle exploite aussi son marché, elle est aussi implantée et elle peut devenir aussi un très grand groupe. Voilà. On va conclure sur la phrase. Ouais, juste pour conclure, déjà compléter la définition de la start-up, il y a un mot qui est important en start-up, c'est la notion d'incertitude, où on ne sait pas exactement où on met les pieds. Alors au début, l'incertitude elle est totale, hein, on ne sait pas ce qu'on doit vendre, on ne sait pas combien, on ne sait pas qui. Donc on essaye de le prouver, et puis petit à petit on avance, on éclaircit cette incertitude, et on arrive au final peut-être ou peut-être pas à mettre en place un business model, ce qui rend l'exercice particulièrement compliqué. Si on fait la transposition au niveau des grands comptes, je voulais juste ajouter quelque chose d'important par rapport à... Alors c'est bien d'identifier les personnes qui ont cette volonté, cette envie d'explorer et d'entreprendre, c'est même indispensable. C'est aussi indispensable de leur donner les moyens d'assouvir leur envie d'expérimenter. J'ai un très bon exemple qui me reste en tête. Lors d'un atelier, on parlait expérience, on avait un sujet. À votre avis, comment est-ce qu'on peut essayer de valider cette chose-là rapidement? Et puis on en est venu de fil en aiguille à dire, bon bah, on peut faire une page, un blog rapidement et essayer de tester les différents marchés en utilisant l'outil d'AdWords qui permet d'analyser le trafic sur différents mots-clés, puis lancer quelques petites annonces, quelques petites campagnes et puis analyser le click-through rate dessus. Et puis là, immédiatement, il y en a un qui était pourtant un des plus créatifs du groupe qui dit « Ah ouais, mais ça, chez nous, ça va pas être possible parce qu'on va se faire tacler par le département marketing si on se met à faire de l'AdWords, ça va être très compliqué, oulala. » Donc on avait des gens qui avaient cette envie de mettre leur trip sur la table et puis de tester et d'expérimenter, mais qui se faisaient rattraper immédiatement par la réalité opérationnelle du terrain. Donc c'est important, il ne faut pas couler le paquebot, parce que le paquebot il est important, et de toute façon il faut... alors c'est possible de l'améliorer, mais c'est une autre histoire. Mais c'est aussi important de détacher des petites bulles qui vont être capables d'explorer, hein, les petits jet skis, les petites navettes. Et ces gens-là, il faut leur donner
les moyens. Il faut leur lâcher la bride pour qu'ils aient les moyens d'invalider des hypothèses. Je pense que c'est ce qui est crucial. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci d'être intervenu.